Bienvenue les amis, 53e épisode de Je suis pas un journaliste avec votre animateur préféré, Bruno Lee. Merci de venir nous rejoindre. C'est le tout premier épisode dans un studio professionnel. Regardez ça, on dirait bien que j'ai réussi. Bientôt dans Star Wars les amis, bientôt. Donc c'est le 53e épisode et aujourd'hui j'ai un épisode fort intéressant avec un individu hors pair, quelqu'un que je connais depuis plusieurs années, qui a excellé dans le milieu du journalisme ici au Québec. C'est un journaliste à RDI. C'est un homme, bon, j'allais dire un homme de la diversité, mais ça compte pas. C'est pas ça le sujet. Ce qui compte, c'est qu'il est là, il a une belle chemise, il va nous donner son savoir, son expérience, sa perspective. Mesdames et messieurs, le seul et unique Adi Hassib. Merci d'être parmi nous. C'est très Adi. gentil. J'apprécie. Merci de m'inviter à cette première en studio, caméra en plus, filmée. C'est très apprécié. Moi, je suis plus impressionné que toi, là, en ce moment. Là. Toi, c'est la première fois que tu... C'est la première Ok. fois et j'ai décidé d'inviter quelqu'un qui réussit. Est-ce que c'est la première fois que tu le vois, le studio? Non, deuxième fois. OK. Je suis venu ici en tant qu'invité sur le podcast de mon ami Richardson. OK. Richardson, c'est son studio ici et il présente des projets comme d'autres podcasts. Maintenant, je suis pas un journaliste. Ouais. Il y en a d'autres aussi. Je me souviens plus de la liste, mais c'est des podcasts. Il y a un podcast avec Varda Étienne. OK, qui est fait Je ici me aussi. trompe pas, oui, qui est fait ici. Et il y en aura d'autres à venir, sûr et certain. Regarde comment c'est aménagé, là. On dirait la salle d'attente à l'Olympia, là. Moi, j'ai une À première Paris. question pour toi. Ouais, Est-ce que tu regardes RDI? je regarde RDI. Je Ok. regarde RDI. Et c'est Souvent pour ça, ou, Souvent. Et c'est pour Ok. ça que j'ai beaucoup regardé ça pendant la pandémie. Et c'est devenu une habitude. OK. J'avoue que là, j'ai pris une pause Ouais, de je Radio-Canada parce que... Pas de Radio-Canada en général. Les nouvelles en général. Des nouvelles en général parce que il y a beaucoup de nouvelles qui sont... c'est la vérité, c'est négatif. Hein. Ouais. C'est pas voulu, c'est comme ça. Il faut qu'on rapporte des événements qui se passent. Oui, il y a la pandémie, il y a aussi là, ça a l'air que Montréal est devenu un peu... j'allais pas dire comme Chicago, mais il y a des homicides, des féminicides qui sont plus récurrents Ouais. qu'auparavant, j'imagine. Non, Tu je me te diras si me confirme, je te trompe. confirme, je te Puis confirme. c'est des choses qui commencent à rentrer dans la tête et puis ça affecte un peu, en tout cas moi, là, mon humeur à long terme. OK. Donc maintenant, le matin, je suis rendu à regarder des dessins animés. Et la T'imagines? chaîne Disney. Moi, je l'ai fait, les nouvelles. Ouais. Et j'en vis plusieurs, des nouvelles. Je côtoie des gens qui vivent cette détresse quotidiennement. Puis j'entends souvent ce commentaire-là de « c'est très négatif, l'actualité. J'en ai pas toujours besoin. Je vais en prendre à l'occasion une fois de temps en temps, à gauche, à droite. » Moi, j'ai pas l'impression que les nouvelles, c'est toujours négatif. Parce que, au contraire, tu me dis c'est négatif, c'est des énergies, des ondes qui sont négatives. Moi, je vois beaucoup de positifs, au final, dans l'actualité. Moindrement, quand il y a une histoire qui est négative, souvent, elle se termine bien parce que ça provoque un changement. Des fois, c'est le lendemain, des fois, c'est l'après-midi. Quand on réussit comme journaliste à faire avancer un dossier qui était bloqué à une étape, il y a une très grande fierté. Exemple, on reçoit une vidéo d'un cas de brutalité policière. Quand on réussit, nous, comme journalistes, à faire qu'il y a une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes, pour moi, c'est une victoire, puis pour moi, c'est une source de fierté, puis pour moi, ça, c'est du positif. Le avant la vidéo, évidemment, c'est négatif. Mais au final, il y a quand même beaucoup de bon, puis du beau dans l'actualité. J'imagine aussi quand tu es directement impliqué, quand tu contribues justement à l'information, à la transmission de l'information, à traiter des dossiers, c'est différent que quand tu la consommes. Moi, j'ai une passion pour l'actualité. J'imagine. Ouais, Mais je comprends, c'est je sûr et comprends. certain. Moi, j'ai une passion. Mais genre. bien que les nouvelles, tu sais, je dis négatif, c'est vrai que c'est pas tout le temps négatif. Ça, tu portes un bon point. Mais qu'est-ce que je dirais? C'est un travail qui est essentiel. C'est un travail qui est essentiel parce que si ces dossiers-là sont pas traités, comme la brutalité policière, certains enjeux de société qui me viennent pas en tête pour l'instant, qui va le faire? Il faut bien que les citoyens soient au courant pour pouvoir prendre... Et même pas juste les citoyens qui sont comme moi et qui ont pas la main
dans les mœurs du pouvoir pour changer les choses, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut faire quelque chose qui regarde ça. Tu sais, tu poses la question qui va le faire. Il y a tellement de gens qui s'improvisent journalistes Ouais, ça, c'est sur un autre, Facebook. Il y a ouais. beaucoup de gens qui veulent le faire. Mhm. Quand tu es journaliste, quand tu as étudié en journalisme, surtout, tu as une capacité, tu as une compréhension des étapes du processus journalistique qui fait en sorte que il y a moins de place à l'erreur. Il y a des histoires qui, à première vue, tu reçois une vidéo, ça semble incroyable, tu fais « mais mon Dieu, mais j'ai compris ». Puis là, ça circule sur les médias sociaux. Puis là, évidemment, on enquête, on gratte, on fouille, puis éventuellement, on comprend toute l'histoire. Tu le contextualises dans le fond. Absolument. Ouais. Puis quand on réussit à contextualiser une nouvelle, une vidéo, une déclaration, pour moi, ça, c'est la première étape du bon journalisme. Est-ce que, tu sais, on dit bon journalisme, dis la vérité, rapporte les faits, mais dans les faits en tant que tel, c'est plus simple à dire qu'à faire. Parce que, tu sais, justement ce que tu viens de décrire, genre, parce que c'est un mix de patience et de travail. Ouais. Attendre que tous les éléments soient mis en place pour rapporter quelque chose de plus, comment dire, de plus accurate, pour excuser l'anglicisme, là, le plus précis possible. Mais ça, c'est un mix de patience. Il faut contrôler ses émotions. Parce que moi, je peux te texter et dire, ouais, tel gars a fait telle chose. Ouais. C'est du béton 100%. Et toi, tu vas avec l'histoire, alors qu'il s'est avéré que c'est complètement dans le champ ce que je raconte. Ça prend tellement de temps sortir une nouvelle. Ça prend tellement de monde aussi. T'sais, on peut être 5-6 à travailler sur une histoire à Radio-Canada. Et comment ça fonctionne, ça? Est-ce qu'il y a une cohésion qui est là naturellement de par votre professionnalisme, ou il faut dealer avec la subjectivité, une part de subjectivité, parce qu'on est tous des êtres humains, même avec les collègues? Dans les salles de nouvelles, il y a souvent des personnes qui font de l'affectation. C'est-à-dire que ces personnes-là, leur rôle, c'est distribuer les sujets et choisir qui travaille sur quoi, qui fait quoi, à quelle étape. Exemple, on apprend qu'il y a des coups de feu qui ont été tirés dans un secteur à Québec. L'affectation va faire, OK, Adi, tu contactes la police. Toi, tu vas sur place. Toi, tu communiques avec les dirigeants de cette mosquée. Et aussitôt qu'on a des premières informations, on se les communique entre nous. Quand on apprend qu'il y a une alerte Amber, par exemple, OK, telle personne va aller sur place, telle personne communique avec la police, lui va communiquer avec un organisme qui vient en aide à des parents d'enfants disparus. On peut être 5-6 à travailler sur une histoire. 5-6 personnes qui ont un rôle très précis dans l'histoire. Tu sais, une nouvelle, c'est un casse-tête. Tout le monde a un morceau. Quand on construit le morceau ensemble, tout le casse-tête, on peut publier. Et des fois, un morceau du casse-tête, ça prend beaucoup de vérification et de la contre-vérification. C'est ce qui fait que des fois, on a une information qui semble crédible, qui semble vraie, mais on a besoin d'avoir d'autres confirmations. Cette semaine, à Québec, il y a eu un incendie dans une résidence. Les pompiers sont intervenus à 1h du matin. Quand les pompiers sont entrés dans la maison, il y avait 2 messieurs qui avaient des marques de violence sur leur corps. Quand on est arrivé à 4-5 heures du matin, il y avait un poste de commandement, il y avait de la police, des enquêteurs, l'unité judiciaire. On rencontre la police, on leur demande « Est-ce que c'est criminel? Est-ce que l'incendie est criminel? » Ils ne le savent même pas. Mais, si moindrement tu lis entre les lignes, des marques de violence sur un corps, c'est un double meurtre. Quelqu'un les a tués. L'unité judiciaire est présente. C'est d'expérience, il y a eu homicide. Mais on ne peut pas prétendre qu'il y a eu homicide tant qu'on n'a pas une confirmation officielle de la police. De la même façon, on parle avec des voisins, c'est un tel qui reste à tel endroit. On a réussi à identifier la victime avant même que les policiers nous disent c'est telle personne. On a une information, c'est un voisin, c'est pas assez. Il faut gratter, il faut retrouver le propriétaire qui va nous dire c'est effectivement telle personne. On va essayer de retrouver un proche de cette personne-là. Je te ramène à l'affectation. Cette journée-là, il y a moi qui essaie de parler aux voisins. Il y a
il y a un collègue qui essaie de gratter pour voir si on peut retrouver le propriétaire de la résidence. Il y a une autre personne qui essaie de voir avec la police s'il y a peut-être des gens dans cette résidence qui étaient connus des policiers. Pour répondre à ta question, c'est quoi du bon journalisme? Ben, un des critères pour faire du bon journalisme, c'est beaucoup de gens. Et ça veut dire beaucoup d'argent. Puis faire de l'information, ça coûte très cher et c'est pas très rentable. Donc c'est un choix de société de se dire on va faire de la nouvelle, c'est pas très rentable, mais un simple fait divers comme ça. C'est pas très rentable, c'est-à-dire à quel niveau financier? Pourquoi? Ben, les salles de nouvelles dépendent des revenus publicitaires. Les entreprises publient de moins en moins dans les médias traditionnels. Ils se tournent vers des pages Facebook. Ce qui fait que nous, on doit dealer avec cette réalité-là. Puis il y a de moins en moins de journalistes dans les salles. Il y a une époque où il y avait beaucoup plus de journalistes dans les salles de nouvelles. Aujourd'hui, on a coupé beaucoup. Ce qui fait que chaque journaliste travaille beaucoup plus. Ce qui fait aussi que des fois, on va avoir du mal à faire du bon journalisme parce qu'on a moins de moyens. Est-ce que ça, et justement, désolé, Non, vas-y. quand à la lumière de ce que tu viens d'illustrer là, c'est plus difficile de faire du bon journalisme à cause du manque de ressources. Quand il y a une erreur, parce que là, on est plus propice à peut-être faire des erreurs parce que on travaille plus, on est moins, il y a moins de ressources. Quand il y a une erreur, quelle est la bonne manière de rectifier cette erreur? Quand, mettons, il y a une publication, une nouvelle, il y a une erreur, c'est quoi la bonne manière de redresser le chemin pour que le public ait encore confiance? La question, c'est qui fait l'erreur? Si c'est le journaliste, le média qui a fait une erreur, il faut rectifier l'erreur, s'excuser et la corriger. Si c'est une erreur qui nous a été communiquée par une organisation et que nous l'avons à notre tour diffusée, ben c'est l'organisation qui va faire son mea culpa. L'histoire de Mamadi Camara. Mm-hmm. Mamadi a été arrêté par les policiers. La nouvelle a été diffusée comme si Mamadi était le suspect principal. Quand on lit les nouvelles, on a l'impression que Mamadi, c'est l'homme qui a attaqué le policier. Nous, on s'en tient à ce que la police nous a dit. On s'en tient au fait qu'il y a des accusations qui sont déposées au DPCP contre Mamadi. Donc, il y a eu une erreur dans ce dossier-là. Pour moi, cette erreur, elle n'est pas imputable aux médias. C'est pas nous qui avons fait l'erreur. C'est la police de Montréal, c'est le directeur des poursuites criminelles. Nous, on a diffusé une information qui était erronée. Après, si le média fait une erreur, il faut qu'il y ait une enquête interne pour comprendre comment c'est possible qu'il y ait eu une erreur. Parce que c'est grave, une erreur, dans un média. J'ai envie de dire qu'à Radio-Can, on en fait très peu. Je pense pas qu'on en fait pas, on en fait très peu. Parce qu'il y a une structure qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de vérifications. Mais on est chanceux en tant que Québécois, et je dirais même Radio-Can en tant que Canadien, de pouvoir bénéficier de ce code d'éthique, là, de cette approche. Parce que j'ai l'impression que je nous compare à nos voisins du Sud. On dirait qu'ils n'ont plus besoin de rectifier leurs erreurs, de faire leur mea culpa, parce que tant qu'ils sont en train d'adresser une certaine idéologie, ben pour eux, c'est assez. Parce que l'intention, elle est là. Mmh. Après, si dans les faits, il y a des erreurs, il y a de la mauvaise foi, il y a de la négligence, il y a de la paresse intellectuelle ou administrative, c'est correct tant que tu gardes notre idéologie qui sont soit à gauche, soit vraiment à droite, soit financière. Et ici, j'ai l'impression qu'on est à l'abri de toutes ces choses. Fait que ce que tu viens de me dire là, ce que tu viens de bon journalisme, rectifier ses erreurs, le professionnalisme, aller récolter plusieurs sources, être patient, tout ça là, on peut se permettre de le faire ici. Et pourquoi c'est comme ça, selon toi? Mon Dieu, grosse question ça. Toi, en tant que jeune journaliste averti. J'ai pas l'impression que, contrairement à ce qu'on voit dans d'autres pays, que nos médias sont très campés à gauche ou très campés à droite. Mais ça, c'est génial. Incroyable. C'est génial, ça. J'ai des collègues. C'est pas rien. J'ai des collègues
qui me semblent plus à gauche, d'autres me semblent plus à droite. Mais on a cette... Mais tu le ressens pas dans leur travail. Non, je le ressens pas dans leur travail. Je l'ai jamais ressenti dans leur travail. Ça, c'est incroyable parce que je parle tous médias confondus, là. TVA, Le Devoir, le Journal de Montréal, Radio-Canada. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai été à l'école, que j'ai connu, que j'ai côtoyé, que je connais très bien d'un point de vue idéologique. Quand je vois leur travail, il me semble très neutre et très objectif. Évidemment, quand je lis un texte ou une enquête d'un de mes amis, j'ai tendance à le lire différemment parce que je sais c'est qui. Puis des fois, je prends du recul et je suis hey, c'est très bon, c'est bien fait. Je regarde les médias américains. Il y a beaucoup plus de commentateurs, d'analystes. C'est plus du divertissement, hein, j'ai l'impression. Moi aussi, c'est vraiment campé. J'ai l'impression qu'il y a moins d'informations spectacle au Québec. Ouais. Qu'il y en a sur les plateaux français, qu'il y en a sur les plateaux américains. Est-ce que c'est parce que tu penses que le public a directement un lien avec les médias? Parce que Radio-Canada, c'est des fonds publics. Est-ce que tu penses qu'il y a une certaine responsabilité à cet égard de ce que Radio-Canada essaie de maintenir ou que les médias ici en général essayent de maintenir parce que nous, en tant que contribuable, on est investi dedans, c'est pas privé. Et quand c'est privé, il y a des intérêts, il y a des gens qui sont financés, puis ils peuvent pas... Ouais. Ils ont moins de flexibilité, mettons. Le fait qu'on soit pas un média privé, c'est génial. Ça, c'est un des plus beaux modèles qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire que moi, à Radio-Can, j'ai une liberté incroyable de critiquer n'importe quelle organisation. Quand je dis critiquer, c'est enquêter. Mm-hmm. Il y a très peu, en fait, je ne vois pas qui je ne pourrais pas critiquer étant journaliste à Radio-Canada. On peut s'attaquer à tous les partis. Tu irais sur le site de Radio-Can ce matin, il y a des histoires sur tous les partis. Fédéral, provincial. On peut même critiquer nos propres patrons. Eh ouais, ça c'est quelque chose, ça. Il y a au début de la pandémie, première vague, il y avait eu un petit scandale à Radio-Can, puis sur le site de Radio-Can, il y avait un article, et dans l'article, sur le site de Radio-Can, il y avait le président du syndicat qui critiquait un haut placé de Radio-Can. Mm-hmm. Sur le site de Radio-Can. L'article est encore là aujourd'hui. J'aurais du mal à voir ça dans une entreprise privée. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose parce que j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet-là, avant de commencer ce premier épisode avec toi, ce podcast avec toi. Et j'ai réalisé que c'est peut-être à force de consommer du journalisme du monde entier qu'on est chanceux ici de pouvoir bénéficier de ça. On est chanceux. Je me dis que ça devrait être public, le journalisme. Si tous les pays pouvaient faire ça, mais tant qu'il y a de la démocratie aussi, il faut qu'il y ait de la bonne volonté de la part de l'État. Il faut que les droits des individus, la liberté d'expression soient respectés. Parce que si tu as un État qui contrôle les médias, ça fait le Venezuela, ça fait la Corée du Nord, et on veut pas ça. Il y a un équilibre dans tout. Mais je trouve que c'est une richesse de ne pas avoir l'opinion personnelle du journaliste à travers son travail. Je donne un exemple. J'espère qu'on va pas se faire avoir par CNN. Là. Tu mets CNN, puis ça se voit qu'ils aiment pas Trump. Ça se voit qu'ils aiment pas Trump. Maintenant, toutes les informations sont manipulées de façon à discréditer Trump au détriment de l'individu qui est censé, au détriment, j'allais dire du spectateur, mais du consommateur qui est censé faire une décision informée. Et si tout ce que tu racontes, c'est des bobards, comment il va se baser sur quoi pour prendre sa décision? Quand c'est le temps de voter, quand c'est le temps d'acheter un produit, quand c'est le temps de, je sais pas moi, d'investir dans une business. Il y a tellement d'éléments chez CNN, ils ont tellement de départements. Je veux dire, tu as l'économie, tu as l'actualité. Mais si tout est dans l'optique de discréditer la personne que vous détestez le plus, qui est Trump, l'information, après, elle sert à quoi? Elle sert juste à un outil de propagande pour
distribuer ton idéologie. À moins que tu me dises qu'il y a des gens qui c'est ça qu'ils veulent, qui sont prêts à consommer, puis qu'ils le savent. Mais ceux qui ne le savent pas et qui sont directement influencés, c'est terrible, Moi, je trouve. je peux pas dire que CNN ne fait que lancer des roches à Trump. En fait, Parce que là, il est plus là. Non. Donc maintenant... mais écoute, on nous reproche aussi à Radio-Canada d'être tantôt trop libéral, tantôt trop conservateur. Quand on fait un reportage aux libéraux qui parle d'un projet de loi qui a été avancé au Parlement par les libéraux, on va nous dire qu'on est la voix des libéraux. Quand on fait un reportage qui parle des conservateurs, on entend la même chose. Tu sais, des fois, on nous dit qu'on est trop souverainiste, des fois, on est trop nationaliste, des fois, on est trop fédéraliste. Quand tu me dis que tu as l'impression que CNN... Des fois, vous êtes des oranges, des fois vous êtes des pommes, des fois des bananes. Excuse-moi pour l'analogie. Ah ouais, je comprends. Mais quand tu regardes un média de gauche, mettons, c'est que des bananes, des bananes, des bananes. Après, le média de droite, c'est que des oranges, des oranges, des oranges. Les personnes qui écoutent les nouvelles ont une oreille très sélective. Ils vont lire une nouvelle puis ils vont faire « Ah! » Ce qu'ils comprennent d'une nouvelle, c'est pas la nouvelle. Des fois, c'est une citation dans l'article qui va les enrager. Puis ils vont... Pour eux, c'est... J'aimerais ça donner un exemple très, très précis. Là. On parle du projet de loi 21 D'accord. sur les signes religieux. Ouais. C'est une dépêche de la presse canadienne qui est publiée sur le site de la presse. La nouvelle, ce que ça dit essentiellement, c'est la Cour suprême va se pencher sur le projet de loi 21. Ce n'est que ça, la nouvelle. Rien de plus neutre et objectif que la Cour suprême va se pencher sur la loi 21. Il y a des personnes qui, voyant cet article sur le site de la presse, pensent que la presse dit on est pour le projet de loi 21 parce qu'on en parle. Ça, c'est un problème de compréhension. Exactement. Exactement. Et je le vois beaucoup, beaucoup. On se fait souvent reprocher de pourquoi vous parlez de tel sujet et vous ne parlez pas de tel sujet. Est-ce que c'est parce que vous défendez tel projet de loi? Non, on en parle comme on parle de tous les sujets. Puis souvent, je rencontre des gens dans la rue qui vont me dire pourquoi vous parlez pas de telle affaire, tel dossier? On en parle. On en parle. Donne-moi un sujet qu'on n'a pas abordé à Radio-Can. On aborde tellement de sujets. Souvent, j'entends avez-vous parlé des femmes violentées? Avez-vous parlé de. Oui. Oui. Souvent. Mais les gens qui te disent pas, est-ce que tu as l'impression qu'ils s'informent autant que ça? Ou ils sont très, très... comme on dit en québécois, ils cherchent des bibites, mettons. Est-ce que tu as l'impression qu'ils s'assoient devant leur ordi puis qu'ils lisent article par article, non. Catégorie par catégorie? Ils lisent ce qui se présente à eux, puis... Ouais. Mais on fait un travail incroyable. Il y a une panoplie de sujets qui sont abordés. Puis pour revenir à ce que tu disais par rapport à CNN ou les médias américains, c'est là qu'il ne faut pas confondre ce qui est un journaliste d'un chroniqueur ou d'un éditorialiste. Il y a beaucoup de chroniqueurs au Québec. Il y a certains chroniqueurs qui ont une approche plus journalistique, comme Patrick Lagacé. Il y a d'autres chroniqueurs qui ont une liberté un petit peu plus grande, qui jouent d'une liberté moins journalistique. Je n'aimerais personne. Souvent, on nous confond avec les chroniqueurs. Et souvent, sur les unes des journaux, on voit les visages des chroniqueurs. C'est quoi la différence? Le journaliste, ouais. Moi étant journaliste, je me dois de rester le plus neutre, le plus objectif, le plus effacé. Ce n'est pas mon opinion. Je ne mets pas en scène ma personne dans l'article. Ce n'est pas ma compréhension d'un enjeu. Le chroniqueur a une liberté de dire « voici ce que je pense de tel sujet ». Souvent, sur des sites Internet comme la presse, les pages se ressemblent beaucoup. Les gens ont du mal à différencier ce qui est une chronique d'un article de nouvelles. Et c'est pas dangereux pour l'objectivité de l'information? C'est extrêmement dangereux pour la compréhension du public. Ouais. Richard Martineau chroniqueur. Est un chroniqueur. Ouais. Sophie Durocher, chroniqueuse. Chroniqueuse. Patrick Lagacé fait du journalisme, il fait de la chronique. Yves Boisvert à la presse,
journaliste, chroniqueur aussi. À Radio-Canada, j'ai envie de dire qu'on n'a pas de chroniqueur, on a des analystes. On a Michel Cauger, on a Martine Biron. Ce sont des analystes. Mhm. Il y a un travail de journalistique qui est fait aussi quand tu fais de l'analyse. Puis tout le monde ne peut pas faire de l'analyse. Il faut beaucoup de recul, il faut beaucoup d'années d'expérience. Et quand Radio-Canada décide que telle personne est un analyste, c'est parce qu'il a une crédibilité, il y a une compréhension d'un secteur, mettons, la politique provinciale. Si tu as couvert le Parlement pendant 15-20 ans, tu peux être analyste. Mhm. Tu as tellement de recul sur les événements, sur tel parti, tel élu. Tu as plus de facilité à comprendre ce que moi, je ne peux pas comprendre parce que je fais ce métier-là depuis seulement 5-6 ans. Moi, étant journaliste, c'est très difficile pour le public de savoir qu'est-ce que je pense de tel sujet. Je pense quoi du projet de loi 21? Je ne le dirai jamais, ce que je pense du projet de loi 21. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une... Pas que tu joues un personnage, là, tu fais ton travail et puis tu dois rester le plus objectif possible, mais d'avoir des petits flashs de tes opinions, c'est comme deux voix que tu as en même temps dans ta tête quand tu fais ton travail. C'est-à-dire de donner les faits, mais tu as la voix de ce que tu penses vraiment qui est dans ta tête. Ça t'arrive, ça, ce discours intérieur que tu as avec toi-même par rapport à certains sujets? Réponse honnête, oui. Ouais. Mais moi, j'ai pas à... Je rencontre un parlementaire qui me partage son point de vue sur X enjeux. Moi, je lui tends un micro. Je le confronte un peu sur ses idées. Il y a d'autres personnes qui vont réagir très rapidement. Si j'écoute Jean-François Roberge, qui est ministre de l'Éducation, et en l'écoutant, je ne suis pas d'accord sur une base personnelle, ben, le public n'a pas besoin de savoir que moi, je ne suis pas d'accord. Mhm. Il y a suffisamment de gens autour de Jean-François, l'opposition, il y a des organismes, des syndicats qui, eux, ne sont pas d'accord, qui, eux, vont réagir. Mais est-ce que c'est Je vais les difficile à laisser. faire? C'est de plus en plus facile de rester neutre puis de ne pas vouloir s'impliquer émotionnellement dans un sujet. Moi, je réussis à le faire très bien. Avec toutes sortes de sujets qui... Mes parents étant d'origine arabe, Mhm. forcément, il y a des sujets naturellement qui me touchent beaucoup plus que d'autres. J'ai réussi maintenant à me détacher des fois de certains enjeux. Et je ne milite pas pour aucune cause en ce moment dans ma vie, là. Je ne militerai, je crois, jamais pour aucune cause. Je sais, ça peut sembler... Non, parce que moi aussi, je suis... Je vois des gens militer. comprends, Je vois des gens militer, je les trouve incroyables. J'admire ces gens-là. Ouais. J'ai beaucoup d'amis qui militent. Ouais. J'ai une amie, elle s'appelle Dina Husseini. Hyper intéressante. Elle milite beaucoup. Moi, je me considère pas non plus comme un militant. Tu sais, c'est drôle que tu parles de ça, mais je pense que... Regarde, je te donne un exemple. Si tu veux faire avancer, mettons, si mettons, moi, je veux inspirer un autre membre de la diversité, un autre noir, mettons, j'estime que je ne suis pas outillé pour verbaliser les injustices que je perçois. Je ne suis pas outillé pour, comment dirais-je, pour mettre de l'avant certains arguments parce qu'il faut pouvoir les défendre, parce que sinon, bah, tu as l'air d'un incompétent, surtout sur la place publique. Je trouve que moi, le meilleur moyen de militer, c'est de faire du bon travail. C'est de faire ce que je fais en ce moment. C'est d'être excellent dans mon métier, Ouais. en humour, de me comporter avec professionnalisme, avec intégrité, de respecter mon prochain, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Pour moi, c'est ma manière d'inspirer C'est quelqu'un plus d'autre. subtil. J'arrive pas à le faire autrement. Je Tu pourrais pas. milites par en arrière. Tu sais, le simple fait d'être noir à la télé, ben ça ouvre des portes à des jeunes qui voudraient faire ça. Et ça encourage les gens à vouloir aller vers ces métiers-là. On me demande souvent, est-ce qu'il y a du racisme dans les salles de nouvelles? Est-ce qu'il y a du racisme systémique? Est-ce que tu en perçois, toi, étant arabe dans une salle de nouvelles? Mon expérience à moi... Comment c'est... Mon expérience à moi, elle humoriste. est très, très, très positive. Ouais. Moi, j'ai une très bonne expérience. Moi, je vais te répondre, je n'en vois pas. Je pense à toutes les personnes qui en subissent.
qui m'entend dire je n'en vois pas, ils doivent se dire mais quel lâche. Ouais. Mais toi aussi, tu dois te C'est pas demander un qu'est-ce allié. qu'eux, ils voient. Et c'est Qu'est-ce que intéressant eux de le voient. savoir. Qu'est-ce qu'eux, ils voient. Et Ouais. je parle avec des collègues qui me disent j'ai subi telle micro-agression, est-ce que toi t'en subis? Je vais répondre non, j'ai pas l'impression d'en subir. Est-ce que j'en ai subi? Moi j'ai l'impression qu'on m'a au contraire, étant issu de la diversité, on m'a ouvert des grandes portes. Mhm. Puis je peux pas le nier ça. Il y a si peu de journalistes issus de la diversité que je pense que c'est une de mes qualités aujourd'hui. Pas ma seule, mais c'est une de mes qualités. Ouais. Écoute, petite parenthèse, j'ai une collègue qui m'avait dit, écoute, elle dit, en toi puis moi, le fait d'être arabe, c'est sûr que ça t'a aidé. Moi, j'aime pas entendre ça. Moi, ça me fait. Moi, Moi, quand- c'est ma tête de comique genre, que je vois la personne genre, autour d'un verre qui dit, tu sais, elle dit. Mais c'est une collègue que j'aime beaucoup. On jase, là. J'aime beaucoup cette collègue, elle est incroyable, elle est Ouais. talentueuse, elle est super gentille. Moi, ça me blesse d'entendre ça. Ah, j'imagine. Et pour toutes les personnes arabes qui ont voulu ou qui veulent faire ce métier-là et qui n'y arrivent pas, ben moi, je le fais. Je suis un des rares qui le fait. Mhm. À Montréal, il y a Yasmine Khayat qui fait de l'information aussi. On n'est pas beaucoup. Tu regardes une salle de nouvelles au Québec, de plus en plus, les couleurs changent un peu. On voit plus de personnes issues de la diversité, mais la majorité des personnes sont québécoises, de souche. Mais ça, quand on te dit ça, ça te. Moi, ça me blesse. J'imagine que ça te blesse parce que ton ethnicité, tu ne l'as pas choisie. Ta couleur de peau, tu ne l'as pas choisie. Et donc, quelque chose que tu n'as pas choisi t'a aidé par défaut. Oui. Alors qu'on ne veut plus être reconnu par nos efforts, pour notre travail, notre approche. Alors que ça, on met ça de côté. On met ça de côté, ton travail, on met de côté ton approche, on met de côté ton make-up mental pour pouvoir adresser les défis qui caractérisent ce métier. Et on te dit, bah, t'es là parce que à cause d'un élément que t'as pas choisi. Ça m'a aidé, mais pour combien de personnes ça le nuit? Ouais. Je suis convaincu que la réponse est beaucoup. Maintenant, il y a une volonté des salles de nouvelles de recruter des gens de la diversité, dans les programmes d'université aussi. Tant mieux. Puis si moi, je peux inspirer quelques personnes, tant mieux. De la même façon que moi, j'ai été inspiré par Rachid Badouri. Quand j'ai vu Rachid, j'ai fait « wow ». Moi, enfant, je regardais les galas juste pour rire, le Grand Rire Bleu à TQS. Je voyais Stéphane Rousseau, Stéphane Fallu. Ça m'interpellait pas du tout. Quand j'ai vu Rachid, je me suis dit « hein, je vais devenir humoriste ». C'est cool, ça. C'est incroyable, t'es tout jeune, tu fais « je vais devenir humoriste » parce que c'est possible. Ouais. Je n'ai jamais pensé, je n'ai pas eu cette réflexion, ce déclic en voyant Stéphane Fallu, ou Martin Matt, ou Louis-José. Ouais. Je l'ai eu en voyant quelqu'un qui me ressemblait. Ce que je remarque beaucoup en ce moment, c'est que les personnes qui me voient le plus, qui se souviennent le plus de moi, ce sont les Arabes. J'allais te poser la question. C'est- Est-ce qu'il y en a des jeunes qui ont la volonté de devenir journalistes, qui ont la curiosité de faire ce métier-là, qui t'approchent, des jeunes issus de la diversité ou plus précisément des Maghrébins qui viennent te voir et dire Adi, comment t'as fait? On me demande souvent comment t'as fait, Ouais. Parce que ça, j'imagine, ils disaient ah, comment t'as fait? mais c'est pas une réponse, c'est comment Ouais. j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas, puis j'ai fait quoi? J'ai pas fini, là. Je suis en train de travailler Commencer, sur... ouais. C'est une vie complète. Hein. J'ai réussi à aller en ondes à la télé. Comment j'ai fait? J'ai fait des stages. J'ai étudié en journalisme. Parce que c'est ça la question qui revient souvent. Ah, comment t'as fait? Comment moi je peux faire? Et moi, la réponse que je donnerais, c'est que essaye, donne-toi-en les moyens, cherche pas d'excuses, utilise pas utilise pas ta couleur de peau comme comme une, comment dirais-je, comme une excuse, comme un obstacle, et utilise-la comme une richesse. Parce que j'imagine que de la manière dont tu fais ton travail, de par ton expérience culturelle, il y a certains avantages. Peut-être qu'on n'arrive pas qu'il n'y a rien qui te vient en tête en ce moment, mais j'imagine que, mettons, je sais pas moi, couvrir quelque chose qui arrive dans la communauté noire ou dans la communauté maghrébine, ben, c'est un avantage pour toi.
Parce que tu peux aller vers ces gens-là sans vraiment... Plus facilement, exact. C'est une richesse en journalisme. Souvent, j'en connais beaucoup plus. Tu me demandes... tu me dis... moi, je travaille à Québec. Je vis à Québec depuis 3 ans environ. Quand je suis à Québec, tu me demandes... connais-tu un dentiste issu de la diversité? Non. À Montréal, j'en connais 5-6. Je connais des avocats issus de la diversité. Je connais des policiers. Je connais... c'est du monde que j'ai côtoyé, c'est du monde que je connais très bien. C'est très facile pour moi d'aller vers ces gens-là parce que je les connais. Tu me demandes, est-ce que je connais... est-ce que je connais... Donne-moi un métier, n'importe lequel. Je connais toujours quelqu'un qui fait ce métier-là, issu de la diversité. Ouais. À Québec, non. J'en connais pas. Je peux te trouver un professeur haïtien, demain, j'en connais. Un Vietnamien, j'en connais. Un directeur d'école maghrébin, j'en connais. Ce qui fait que quand tu es issu de la diversité, souvent ton bassin de personnes autour de toi, c'est des gens qui te ressemblent. Parce que tu as été à l'école avec eux, tu les as côtoyés. Pour revenir à ta question, tu me demandais est-ce que les Arabes me reconnaissent plus? Les Arabes sont plus interpellés par ma présence à l'écran. La preuve, quand je les rencontre, ça les fascine. Mais de la même façon que, ça je suis très fier de le dire, quand je suis allé travailler à Québec, j'avais une petite crainte d'être l'arabe du village. Le service, mettons, ouais. Et ce n'est pas arrivé. J'ai l'impression que les gens qui regardent les nouvelles à Radio-Can à Québec sont passés par-dessus le fait que je suis arabe. Et ce qui me rend encore plus fier, c'est de croiser des personnes qui m'interpellent par mon prénom qui n'est pas très commun, Adi, et qui le retiennent. De la même façon que le nom Al-Khalidé, pour Adib Al-Khalidé, c'est pas très commun. Ouais. Il y a des gens qui se sont appropriés ce nom-là dans leur langage, Adib Al-Khalidé. Et pour qui Adib, ce n'est plus juste un arabe, c'est un humoriste, c'est un comédien, un peintre, un artiste. C'est ça. Donc moi, j'ai réussi à me défaire de l'idée que je suis un arabe. Je suis maintenant un journaliste. Et ça me rend fier parce que j'ai réussi à m'imposer comme étant un journaliste plutôt qu'une personne arabe. Dans une ville où la diversité est pas... démographiquement, n'est pas la même que Montréal. Là. Mais Québec, c'est une ville qui a beaucoup changé depuis 5-6 ans. Ouais, c'est ça qu'on veut. On veut être apprécié pour notre individualité, tout en ayant la capacité de pouvoir vivre en collectivité. Parce que toi, Adi, tes rêves, tes ambitions, tes désirs sont personnels à toi. Elles sont pas parce que tu es d'origine arabe. Et vraiment, c'est pour la communauté noire, moi, je dis toujours que Martin Luther King, il a fait en sorte que nos rêves individuels soient respectés. Pas de genre constamment essayer de refléter une image collective, mais qui est superficielle. Genre, sans prendre en considération parce que moi, mes ambitions à moi ne sont pas si différentes que ça d'un homme blanc de mon âge qui a vécu à Québec toute sa vie. Je veux un toit pour ma famille, je veux que mon fils soit bien éduqué, je veux la santé. Comment je le fais, c'est différent, de par ma culture, de par mon expérience et ma personnalité. Mais vraiment, c'est notre individualité au sein de la société qu'on veut mettre de l'avant, comme tout le monde. Puis avant de te laisser partir, j'ai une dernière question pour toi, Adi. Puis ça, je te laisse le plancher. Comment ça t'a changé ce métier-là en 3 ans, si ça t'a changé? À force de le faire quotidiennement, c'est un métier aussi important que le journalisme. Ça m'a beaucoup changé. Moi, j'ai commencé en presse écrite au Huffington Post Québec. Ensuite, j'ai été faire de la recherche à la radio. J'ai été coordonnateur. Là, tu me demandes comment le métier m'a changé depuis 3 ans. Depuis 3 ans, je fais beaucoup plus de télé. Depuis que tu as commencé, exact. La télé, c'est incroyable à quel point il y a des gens qui te voient et qui s'approprient ta personne.
qui... C'est vraiment particulier. C'est vraiment... Ouais. Je le... Puis ça me fascine encore à quel point il y a des gens qui regardent les nouvelles de façon très religieuse, qui ont l'impression qu'ils ont un lien très fort avec toi, alors que toi, tu ne les connais pas. Et tu dois avoir beaucoup d'humilité pour te dire, OK, ces gens-là m'accordent beaucoup, beaucoup d'importance. Je me dois de prendre soin de ces gens-là. Ces gens-là comptent sur moi, mais je me dois d'être le plus responsable possible. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent et je me sens tellement redevable envers ces personnes-là que je pense constamment aux gens qui ont confiance en moi. Et je ne veux pas perdre la confiance de ces personnes-là. Donc, dans ma vie, je prends mes décisions en conséquence de l'image que je projette envers ces personnes-là. Je sais pas si c'est sain de faire ça, mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, non, je comprends. J'essaye Il y a beaucoup d'humilité qui s'était Tu sais, la télé, s'est ça... accumulée en toi à ça- cause de ce ça- que tu as remarqué, en fait, par rapport à ton métier. Ouais. Tu sais, il y a des... Il y a des... Je reçois des messages des fois de personnes qui vont me dire « Tous les matins, je vous regarde. » Et merci de faire ce travail. C'est beaucoup trop de reconnaissance selon moi, pour ce que je fais. Mais ces gens-là me vouent une importance très grande dans leur vie. Moi, je prends, autant que je le peux, le temps de répondre à ces personnes-là. Il y a certaines Ouais. personnes qui vont me réécrire quotidiennement. Je leur réponds autant que je le peux. J'essaie de rester le plus accessible possible. Moi, je ne crois jamais... Je fais un métier qui est public, mais je ne veux pas devenir une personnalité publique. Je sais pas sur la nuance. Ouais. Je comprends. Je comprends. J'avais reçu un message d'un jeune homme qui m'avait demandé est-ce que tu peux faire une vidéo de joyeux anniversaire à mon ami? C'est sa fête bientôt, puis est-ce que tu peux le faire? Puis Ouais. ça me touche, c'est super gentil. Mais je veux pas rentrer dans ce côté-là du jeu où je veux pas entretenir un fanbase, parce que pour moi, c'est pas ça que je fais là. Je fais de l'information pour le public. Merci d'aimer ce que je fais. Mais je ne peux pas devenir votre mascotte ou votre... Tu veux pas être instrumentalisé. Je veux pas être... Ouais. Moi, je suis pas humoriste, je suis pas comédien. Je fais un travail, j'ai un salaire, je le fais pour tout le monde qui veut me suivre dans mon travail. T'es un vrai journaliste, quoi. J'essaie d'être le plus effacé possible. J'essaie d'être le plus effacé. Puis, je te mentirais de dire que ça nourrit pas l'ego, la télé. Tu sais, c'est dangereux. Ouais. Tu sais. Puis, il faut que tu sois conscient que ce métier-là, tu le fais parce qu'on t'a permis de le faire. Moi, j'ai des patrons qui m'ont dit, on te donne la chance de faire ça. Tu le fais pendant que tu peux le faire. Le jour où on va m'enlever ce privilège-là, ben écoute, je disparais. Là, je dépends d'une entreprise de presse. Mm-hmm. Je ne suis pas... je suis pas un humoriste, je suis pas un comédien, je suis pas... Tu sais, je pourrais me partir en podcast demain, mais pour moi, l'information, c'est une salle de presse, c'est une salle de nouvelles. Mm-hmm. Donc, je dépends d'une salle de nouvelles. Qu'est-ce qui a changé en 3 ans? J'apprécie la chance que j'ai de faire ce métier-là. Puis... Après ça, quand je te dis la responsabilité, je sens que j'ai une obligation constante de tout lire. Surtout. Pour comprendre. Parce que je sais que quelques jours après, je vais en parler. Des fois, je fais Montréal-Québec pour venir voir ma famille. Quand je reviens de Montréal à Québec, si j'ai manqué une conférence de presse de Christian Dubé, je vais l'écouter sur la route. C'est long, là. Des fois, c'est 1h30. Je vais tout écouter pour tout comprendre, les nuances de ce qui a été annoncé dans une conférence de presse. Parce que je sais que le lendemain, j'en parle. Et je me dois d'être à la hauteur des gens qui me vouent l'importance et qui comptent sur moi pour résumer, vulgariser ce que j'ai compris. Ça, c'est génial.
Adi. C'est beaucoup, beaucoup de responsabilités, ce métier-là. C'est un métier qui est dangereux dans le sens où tu peux pas te tromper. Il y a trop de gens qui écoutent les nouvelles. Il y a trop d'avocats. Il y a trop de médecins. Il y a trop de professeurs. Je vais finir là-dessus. Je me trompe des fois dans une liaison en 2 mots et je reçois un courriel. Yeah, boy. Je me dis, mais c'est incroyable. Ouais. J'ai mal prononcé. Surtout toi aussi, dans les conditions dans lesquelles tu fais. On est en direct. C'était en direct. Ouais. Faut que ça se fasse maintenant. Tu sais, t'es pas. J'en ai reçu quelques Tu fois. dois penser à 4 affaires en même temps. Et ouais. Tu sais, des fois, aux nouvelles, on a un pic de 300 000 personnes qui nous regardent. Sur les 300 000, il y en a 3-4 qui vont t'écrire. C'est une infime minorité. Tu peux quasiment ne même pas les regarder, ces courriels-là. Mais tu peux pas te tromper dans une donnée, dans un chiffre, dans un fait, dans un événement, parce que les gens qui t'écoutent, pour eux, ce que tu leur dis, ça a été filtré, ça a été vérifié, et c'est la vérité. Si tu leur partages une fausse vérité, ben c'est désormais la leur. Et c'est là qu'il y a beaucoup de gens sur Facebook qui vont lire un post Facebook, un message, une histoire, et pour eux, c'est la vérité. Mais sur Facebook, tout le monde écrit n'importe quoi. Nous, on ne peut pas faire ça. On vérifie, contre-vérifie. Et une fois qu'on la diffuse, ben, c'est une vérité. Et on se doit de veiller à ce qu'elle soit vraie le lendemain encore. Voilà. Mais moi, j'aurais voulu être humoriste. J'aurais voulu parfois être journaliste aussi. Ah ouais? Mais on s'en parlera hors onde. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Adi. C'est gentil. Adi, on peut te voir, j'imagine, du lundi au vendredi sur RDI. De 5h30 à midi environ. De 5h30 à midi. Des fois l'après-midi. Mais on t'attrape souvent. Impossible de te manquer parce que tu es toujours là, tu es toujours au poste. Tous les matins. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé ta perspective, d'avoir donné ton temps Très gentil. et d'être venu ici à notre magnifique Studio 21. Très Merci beau. beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. C'était le 53e épisode avec Adi Hassine. Je vais partir un Patreon. Je vais mettre le lien dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas parce que moi, vous savez, je suis là pour ça. Le service à la clientèle, c'est important pour moi. OK? Merci. Passez une excellente journée, une excellente semaine et à bientôt.